tous, bienvenue dans cette grande édition d'information sur Bonferré Télévision en ce dimanche 9 octobre 2022. Une édition d'information que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle pour le cinéma nigérien. Le film Les Patrouilleurs de notre compatriote Djingare Boubacar Maïga qui a été primé meilleur film court-métrage au Festival du film à Yaoundé. Le film a été primé parmi une centaine d'autres films en compétition. Le Patrouilleur est un film documentaire qui montre comment une ville située au cœur d'une zone terroriste a fini par prendre les armes pour se défendre. Félicitations donc à notre compatriote. Cela dit, le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, sera en visite officielle de travail dans la région de Dosso à partir de demain, lundi 10 octobre 2022, visite durant laquelle Bazoum Mohamed visitera plusieurs chantiers. Gaïa sera la première étape de cette visite. Suivez la correspondance sur place de nos envoyés spéciaux Souleymane Ousmane et Ibrahim Idi. Le président de la République est attendu ce lundi à Gaïa, première étape de sa visite dans la région de Dosso. Une visite au cours de laquelle il mettra à profit son séjour pour visiter plusieurs sites, dont entre autres l'aménagement hydro-agricole de la localité, la laitière de Gaïa et le pipeline de la localité dans le cadre de l'exportation du pétrole brut nigérien. Gaïa, ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria, est située à l'extrême sud de Dosso, à plus de 300 km de la capitale Niamey. Ainsi, la population du Dindi s'apprête à vivre les moments forts de son histoire avec l'arrivée du président de la République Mohamed Bazoum à Gaïa le lundi 10 octobre 2022. Dans la ville de Gaïa, à moins de 24 heures de l'arrivée du chef de l'État, les populations vivent déjà les rythmes d'événements et profitent par la même occasion pour exprimer leurs préoccupations et attentes. Gaïa n'a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure, même la préfecture, comme vous voyez la maison des jeunes, si toute la jeunesse n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de stade. Nous comptons beaucoup sur cette visite de travail pour que le président jette un regard sur la ville de Gaïa. Inch'Allah, de même, pas les gens, même les génies du Dandi, vous allez les voir sur le terrain pour l'accueil du président de la République, Inch'Allah. Hommes, femmes, enfants, tous sont mobilisés pour, n'est-ce pas, pour rendre d'abord la ville propre, pour accueillir notre hôte qui est son Excellence le président de la République, Bazoum Mohamed. Au niveau des autorités locales, la date du 10 octobre sera historique. Et le Nord revient également au département de Gaïa de le recevoir en première position. On ne peut que se réjouir ici à Gaïa. Et nous sommes prêts aujourd'hui à lui réserver un accueil à la hauteur de son rang. De façon globale, la visite à Dosso du président de la République sera axée sur la sécurité, la coexistence pacifique entre éleveurs et agriculteurs, la santé et l'agriculture. En parlant d'insécurité, l'embuscade terroriste perpétrée en 2017 contre un détachement de l'armée nigérienne et des éléments américains, Tongo Tongo, qui a coûté la vie à 9 personnes, dont 5 Nigériens et 4 Américains. 5 ans après les faits, les États-Unis continuent la traque des terroristes. Un appel à témoins accompagné d'une forte amende sera bientôt lancé ici à Niamey. C'est ce que nous dit Balima Bourema dans ce sujet. L'ambassade des États-Unis au Niger va ériger des panneaux publicitaires à Niamey et à Tillabéri pour un appel à témoins afin d'avoir des informations sur les vrais acteurs de l'attaque de Tongo Tongo du 4 octobre 2017. Une attaque qui a fait 9 morts, dont 4 Américains. 5 ans après, les États-Unis continuent de traquer les assaillants de cette embuscade. La campagne Reward Justice, récompense pour la justice en français, récompense à hauteur de 5 millions de dollars, soit 3,4 milliards de francs CFA pour toute personne détentrice d'informations. Cette année, nous lancerons une nouvelle campagne publicitaire visant à obtenir des informations qui permettront de traduire en justice les responsables de l'embuscade de Tongo Tongo. Pour rappel, le 4 octobre 2017, une attaque a eu lieu à Tongo Tongo, dans le département de Walam, région de Tillabéri. Une embuscade qui a visé des militaires nigériens et américains partis chercher des renseignements et arrêter Ibrahim Ousmane Didandou et Adnan Abou Walid Al-Sahraoui de l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. Cet incident de Tongo Tongo a aussi mis en nu les relations militaires entre les États-Unis et notre pays. On apprend que 800 soldats américains étaient stationnés au Niger dans le cadre de la formation et de la lutte contre le terrorisme.
Une présence confirmée par l'ambassade des États-Unis au Niger. Les États-Unis restent engagés à soutenir et à former les forces de sécurité et de défense du Niger à travers notre partenariat de sécurité qui est basé sur des objectifs stratégiques communs et des valeurs partagées. Cette embuscade a aussi permis aux États-Unis de renforcer sa présence avec la construction d'une base militaire à Agadez. Le mouvement M62 a projeté d'organiser sa deuxième manifestation de rue en l'espace de 2 semaines ici à Niamey, à l'intérieur du pays. La manifestation a été interdite. À Maradi, à Tillabéri, en lieu et place de cette manifestation de rue, les sections régionales du M62 ont publié des déclarations de presse dont je vous propose d'en suivre un extrait. À la date d'aujourd'hui, notre mouvement regroupe à son sein plusieurs structures de société civile et syndicales, tous engagés pour défendre de façon pacifique, républicaine et citoyenne, dans l'honneur et la dignité, les intérêts vaillants de vaillants peuples nigériens, meurtris par une politique dévastatrice, d'une camarilla arrogante et prédatrice, totalement vouée à la service de la métropole française, colonisatrice et impérialiste. Au plan social, le régime médiocre dit de la Renaissance, acte 1, 2 et aujourd'hui 3, a activement favorisé la dépravation des mœurs et la morale du public, caractérisée en fond de toile par le viol, le vol à main armée, le trafic de tout genre, la consommation de drogue, la mendicité, la prostitution, la corruption, l'abus de confiance dans la gouvernance de l'État. Dans le domaine de l'éducation, malgré la promesse d'une école publique gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, on assiste à la destruction progressive de l'école publique qui était le centre de formation de l'élite nigérienne et laissant place à des écoles privées qui popillent surtout l'étendue du territoire national. Nous réitérons notre engagement à dénoncer et à combattre la présence des forces militaires néocoloniales françaises sur le territoire national. Dénonce la cherté de la vie dans notre pays et appelle les autorités à prendre compte des aspirations légitimes du peuple et de la souveraineté de notre pays, déjà dûment meurtri par de multiples attaques terroristes importées avec leurs corollaires d'orphelins, de veuves, de multiples écoles fermées et des milliers d'enfants abandonnés à leur sort. Le M62 apporte son soutien ferme au peuple malien et à son combat pour sa souveraineté et le respect de sa dignité. Le M62 s'insurge contre la dérive autoritaire du gouverneur de la région de Tillabéri, tendant à bâillonner le peuple et à lui dénier son droit de manifester conféré par la Constitution du 25 novembre. Découvrons à présent cette affaire qui fait suite à l'élection du chef de la chefferie de Birning Gaoré, c'est dans la région de Dosso. C'était le 10 septembre dernier. Après cette élection, les ayants droit de la dite chefferie estiment que le chef élu ne peut pas occuper le palais puisque c'est une propriété familiale. Sur place, un important dispositif des éléments de la gendarmerie nationale a été déployé autour du palais. Le point avec Abdul Aziz Mahamadou et Abdul Aziz Jibril. L'objectif du déploiement de cet important dispositif sécuritaire de la gendarmerie nationale est d'installer le nouveau chef de canton de Birning Gaoré, élu le 10 septembre dernier. Une mobilisation qui a suscité ce mouvement d'humeur des ayants droit de la chefferie pour faire comprendre au chef élu qu'il n'a pas le droit d'intégrer l'actuel palais qui se trouve être une maison familiale. Ces palais-là sont classés en 3 catégories. Il y a une première catégorie, maison personnelle. Le chef de canton, il est dans sa maison personnelle, il est chef de canton, il est resté dans sa maison personnelle. Maison de famille. Un chef de canton a construit, il est resté, il est décédé, ses fils sont restés et ses petits-fils. Et troisième, maison de chefferie. Donc quand on dit maison de chefferie, ça, si un chef est décédé, automatiquement
l'autre s'il veut, il va rentrer dans la maison. Donc le cas de la maison de Birni, du canton de Birni, c'est une maison de famille. C'est Bayor qui a construit sa maison. Et il est resté dans sa maison, ses enfants sont restés et ses petits-fils. Et comment se fait-il, vous qui ne faites pas partie de la famille Bayero, vous voulez occuper ce palais? Le palais de Birningaure a une histoire et c'est l'histoire que ses ayants droit et la famille Bayero relatent ici pour justifier leur action. C'est Bayero qui a construit son palais. Il y a quatre de ses fils qui se sont succédés. Il y a Beidi, Tita, Soumana, Oumarou. Ça, ce sont les fils de Bayero qui ont régné. Après, maintenant, ce sont les petits-fils de Bayero, dont Ali Beidi, Bello Beidi et Abdou Beidi, 20 ans. Lui, le chef de canton élu là, son père n'a jamais été chef. Son grand-père n'a pas été chef. Il y a un message radio du ministre de l'Intérieur qui date du mois d'avril 2022. Parce que le message dit que tout candidat qui transporte ou bien héberge des chefs de village quelque part, il sera sanctionné. Et les chefs de village aussi, on a écrit au ministre de l'Intérieur avec ampliation à la présidence, au gouvernorat de Dosso, à l'association des chefs traditionnels. Et jusqu'ici, rien. Ils nous ont pris le pouvoir de force. Mais, sauf le pouvoir du bon Dieu est éternel. Pour ses ayants droit, l'affaire de la chefferie de Birningaure a été politisée. Cette affaire, c'est devenu une affaire politique. Un pouvoir coutumier qui est transformé en une affaire politique. Parce que ces gens-là, ils ont un grand monsieur dans le gouvernement. Comme on le dit en langue vernaculaire, il leur tient la tête du serpent et ils s'amusent avec la queue. Ils ont arrêté 2 de nos cousins, en la personne de Souman Hassan, qui était candidat, et son petit frère Abdou Hussein. Actuellement, ils sont dans les locaux de la gendarmerie de Margou. C'est du jamais vu au Niger. Un chef traditionnel qui est gardé par des FDS. Au moment où nous quittons Birningaure dans les environs de 18h ce samedi 8 octobre, le dispositif sécuritaire est toujours en place. La famille Bayero, elle, compte préserver sa maison familiale et affirme éviter tout contact avec les FDS. Ils exigent juste le respect des textes de la République. Cette autre affaire, cette fois-ci de dépravation des mœurs qui a eu lieu dans la région de Maradi, où une vidéo à caractère pornographique tournée par des jeunes filles a fait le tour des réseaux sociaux. Le parquet d'instance de la ville de Maradi a ouvert une enquête. Au moins 13 filles et un garçon ont été écroués. Le procureur de Maradi a animé un point de presse sur cette affaire. Je propose de suivre les détails dans ce reportage. C'est une vidéo dont la diffusion sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, a suscité le choc et la consternation en Maradi. Elle met en scène des filles pratiquant entre elles des actes sexuels. Une des mises en cause dans cette vidéo à caractère pornographique a porté plainte. Les investigations du parquet d'instance de Maradi ont permis d'interpeller un groupe constitué de 14 personnes, dont 13 filles et un garçon, qui s'adonnent à travers un groupe WhatsApp à ce genre de pratique. Le vendredi 23 septembre 2022, nous avons été saisis d'une plainte portant sur la diffusion d'une vidéo dans laquelle de jeunes filles s'adonnaient à des actes impudiques dont les auteurs de la diffusion seraient à Maradi. L'enquête diligentée à cet effet avait permis de remonter à un groupe WhatsApp, 13 filles et un homme,
qui avait servi de relais pour faire une large diffusion de toutes ces vidéos compromettantes, mettant en péril l'ordre public au sein de la région de Maradi. Après audition et interrogatoire des mises en cause, ces derniers étaient tous poursuivis pour des faits de diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, fait prévu et puni par l'article 31 de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Les mises en cause encourent des peines de prison allant de 6 mois à 3 ans et des amendes pouvant atteindre la somme de 5 millions de francs CFA. La plaignante, partie prenante dans la vidéo compromettante, n'a également pas été épargnée. En ce qui concerne la plaignante, donc l'une des actrices de ces vidéos, elle a été aussi arrêtée et placée sous mandat de dépôt le vendredi 2 octobre 2022 pour ces mêmes faits. Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux WhatsApp est utilisé par des groupes de jeunes pour la diffusion de vidéos à caractère pornographique. En novembre 2021, une vidéo débat sexuel de plusieurs jeunes a créé le scandale à Niamey, amenant le sujet à être abordé en communication au Conseil des ministres du 4 novembre 2021. La diffusion de ce genre de support par voie électronique est depuis 2019 pris en charge au Niger par la loi 2019-33 de juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Parlons à présent de la captivité du journaliste français Olivier Dubois. Il a été enlevé au Mali en 2021. À la date de ce dimanche, il a passé plus de 549 jours entre les mains de ses ravisseurs. Le point avec Balima Bourema. Enlevé le 8 avril 2021, Olivier Dubois, correspondant de Jeune Afrique, du Point et Libération au Mali, est en passe de devenir le journaliste français qui a passé plus de temps dans les mains de ses ravisseurs. Ce samedi, il a passé 549 jours en captivité selon Reporters sans frontières. Il dépasse ainsi de 3 jours les journalistes français de France 23, Stéphane Tamponnier et Hervé Guesquier, enlevés par les talibans et détenus pendant 547 jours entre 2009 et 2011 en Afghanistan. Sur le sort du reporter français, peu d'informations ont été rendues publiques selon RSF. Seules 2 vidéos de lui tournées par ses ravisseurs ont été publiées. La dernière remonte au 14 mars 2022. Olivier demandait à ses soutiens de poursuivre leur mobilisation et aux autorités françaises d'œuvrer à sa libération. Dans un communiqué publié vendredi dernier, Reporters sans frontières demande aux autorités françaises et maliennes d'accentuer leurs efforts pour obtenir sa libération. Olivier Dubois avait été enlevé dans le nord du Mali alors qu'il préparait un reportage. Place à présent à la rediffusion de votre chronique de tous les jeudis, la une des journaux, la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré. Excellente réception chez vous et très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir. La une des journaux de chaque jeudi, c'est avec Moustapha Abdraman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga, bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 6 octobre 2022. Cette semaine, c'est le second coup d'État en l'espace de 8 mois au Burkina Faso et les préparatifs du congrès du PNDS Tareya qui ont retenu l'attention de nos confrères de la presse écrite nigérienne. A commencer par le journal Niger Interhebdo qui a titré à sa une « Coup d'État au Burkina Faso, Damiba out, Traoré in et alors ». Pour beaucoup d'analystes, cette autre déstabilisation du pouvoir d'État est une bonne affaire pour les groupes djihadistes qui peuvent en profiter de ce temps de flottement pour se réorganiser. Sans être en mesure de prendre d'assaut nos capitales, ils arrivent à y instiguer une instabilité politique qui désorganise nos États et les fragilise davantage. Et si cela perdure, ces États vont tomber d'eux-mêmes comme des fruits mûrs, tout comme on l'a vu en Afghanistan. Prévient Ibrahim Yahya, analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group. Selon l'analyste au Burkina Faso, tout comme au Mali, cette crise montre les débâcles des militaires à réussir leur pari de mieux conduire la lutte contre le terrorisme que des politiciens démocratiquement élus.
La junte militaire renversée au Burkina Faso, tout comme celle au pouvoir au Mali, ne semble pas mieux réussir la lutte contre le terrorisme que les régimes qui les ont précédés. Pour preuve, Ibrahim Yahya fait observer qu'avant la prise du pouvoir par Damiba, les djihadistes contrôlaient plusieurs bourgades au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils contrôlent plus de la moitié du territoire et réussissent progressivement à isoler la capitale burkinabé, Ouagadougou. Le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seulement un coup d'État militaire, c'est aussi une révolution populaire. D'ailleurs, tout au long des manifestations, les gens scandaient des slogans anti-français au même moment où d'autres brandissaient des drapeaux russes. S'il faut se réjouir de cet engagement politique de la jeunesse sahélienne, il faut aussi s'inquiéter du risque de voir nos opinions sahéliennes devenir otages d'une guerre des puissances. Plutôt que de chercher à se positionner en pro-russe anti-français ou pro-français anti-russe, nos leaders d'opinion devraient mener l'effort de définir les intérêts de nos pays et la manière de les atteindre avec n'importe lequel de ses partenaires extérieurs, a laissé entendre l'analyste principal pour la région du Sahel à l'International Crisis Group, dont l'analyse est reportée ici par le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Un deuxième coup d'État dans l'année que la CEDEAO a condamné, tout comme le précédent. Toutefois, aucune sanction n'a jusque-là été prise à l'encontre des nouveaux dirigeants de la transition burkinabé, souligne le confrère, mais l'on apprend l'envoi dans les tout prochains jours d'une mission de la CEDEAO à Ouagadougou. Pour rappel, cette mission s'y est déjà rendue. Sur le même sujet, le journal L'Actualité, numéro 676 du 3 octobre, a écrit à sa une « Burkina Faso qui rebelote le coup d'État de la rectification ». Restons dans la sous-région avec le Mali où les groupes armés du Nord s'expriment sur le développement de la situation politico-sécuritaire du pays. Le canard déchaîné nous en donne les échos cette semaine. Oui, Aminata Yaya Mega, le journal Le Canard déchaîné de cette semaine a publié l'interview du secrétaire général d'un des groupes armés du Nord Mali. Il s'agit du Mouvement pour le salut de l'Azawad, en abrégé MSA. Ce dernier a fait le point sur le processus de paix qui est en cours, mais qui est bloqué depuis 6 mois à cause des incompréhensions entre les parties signataires. Il estime quand même qu'il y a un espoir qui est revenu à la suite d'une réunion décisionnelle tenue à Bamako récemment. Des annonces et des engagements ont été pris. Cet accord fait partie du processus de refondation du Mali, a-t-il souligné. Il a estimé que le Mali ne peut plus se dispenser d'une nouvelle forme de gouvernance qui va s'adapter aux réalités du moment, car le pays est constitué d'une société en pleine mutation. Ce qui a valu il y a 60 ans ne l'est pas aujourd'hui. Il faut aujourd'hui avancer sur le processus de paix, car il a trop traîné, le temps joue contre les Maliens. L'annonce du recrutement de 26 000 ex-combattants dans l'armée et la fonction publique est un bon signal pour l'effectivité de la signature des accords de paix, même s'il estime qu'il faut aujourd'hui joindre la parole à l'acte en concrétisant cet engagement. Il n'y a pas de connexion entre certains ex-combattants et la nébuleuse terroriste. S'agissant de la présence des éléments du groupe Wagner aux côtés de l'armée malienne, le secrétaire général du MSA ne s'est pas trop attardé sur le sujet. Nous avons en face des gens qui administrent des territoires à lieu et place de nos États. Il faut que les chefs d'État du Sahel en prennent conscience pour inverser la tendance. Ils proposent une conjugaison des efforts, une synergie des actions, une réflexion commune, un partage d'expériences nécessaires pour venir à bout de cette menace. Sur des éventuelles conséquences que pourrait avoir le départ de Barkhane du Mali, le secrétaire général du MSA estime qu'ils sont aujourd'hui face à leurs responsabilités. Les assumer prouvera à tout le monde qu'ils peuvent sécuriser le pays et les populations. Le reste, ce n'est que pour amuser la galerie. Renouvellement des instances du PNDS Tareya Pierre Fumakoy Gado, l'homme de confiance d'Issoufou Mahamadou pour succéder à Bazoum Mohamed. C'est l'interrogation qui barre la une du journal Le Canard en Furie de cette semaine. Contrairement au pronostic de chaude empoignade envisagé lors du prochain congrès du PNDS Tareya, des sources crédibles indiquent que les jeux sont déjà faits et que c'est Pierre Fumakoy Gado qui sera le successeur de Bazoum Mohamed à la tête du parti, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Samedi dernier, l'intéressé a d'ailleurs cédé sa place à la tête de la délégation régionale du Dosso au profit
de la dame Hadiza Hussein Yakouba, la toute première présidente de délégation régionale du PNDS Tareya et probablement d'un parti politique nigérien. Une femme du Sérail sans doute, déjà président par intérim du PNDS Tareya. L'ancien ministre du pétrole serait finalement le choix de l'ancien président, le Manitou du parti Rose. L'enjeu est de taille pour Issoufou Mahamadou, dont le projet serait voué à l'échec s'il ne reprend pas le contrôle du parti, dont une partie est actuellement sous la coupe du président Bazoum Mohamed. Le sort de Bazoum, lui, serait scellé depuis quelque temps et les connaisseurs assurent qu'il ne fera pas un second mandat. Un autre voulu par l'ancien président est en gestation et selon des sources politiques concordantes, ce serait le fils d'Issoufou Mahamadou, l'actuel ministre du pétrole. Pierre Foumakoye Gado ne peut être qu'un excellent parrain pour Sani Issoufou Diaba, conclut le journal Le Canard en Furie. Le journal Le Monde d'aujourd'hui titre sur les perspectives du congrès du PNDS Tareya, gestion de l'État et lutte de clans. Jusqu'à quand Bazoum Mohamed va continuer à faire profil bas alors qu'il est le président de la République? Comme dans le système politique chinois avec le Parti communiste, le PNDS Tareya est pratiquement un parti d'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour contrôler le pouvoir actuel, il faut avoir la haute main sur son appareil dirigeant. L'aile Issoufou s'attelle à gagner ce combat, déterminé à faire payer à Bazoum ce que certains de ses membres considèrent comme une ingratitude de sa part. Bazoum Mohamed n'a pourtant que quelques 17 mois au pouvoir, défié en permanence dans l'exercice de ses pouvoirs. Bazoum Mohamed a constamment dégagé en touche histoire d'éviter le clash. Son souci, c'est d'être irresponsable dans la dégradation des relations entre son prédécesseur et lui. Il fait si profil bas qu'au sein de l'opinion nationale, des voix se sont régulièrement élevées pour estimer qu'il y a deux présidents au Niger. Jusqu'à quand cela va-t-il perdurer? Le journal s'interroge. Les intentions de son camp politique sont pourtant claires comme de l'eau de roche. Bazoum Mohamed, selon toute vraisemblance, ne doit pas faire un second mandat à la tête de l'État. S'il fait profil bas au point d'être tourné à ridicule, Bazoum Mohamed n'est toutefois pas dénué d'atouts considérables. Il est le président de la République investi de pouvoir constitutionnel dont il n'a pas encore songé à user. Son prédécesseur l'aurait fait sans hésitation. Ailleurs, sous d'autres cieux, le président en titre a tout de suite fait comprendre à l'autre qu'il est le chef de l'État et qu'il ne peut y avoir deux capitaines dans le même bateau. Sur le même sujet, Aminata, deux autres journaux ont consacré leur une. Il s'agit du journal L'Éclosion numéro 226 du 4 octobre 2022 qui a écrit « Prochain congrès du parti au pouvoir, le PNDS Tareya déclenche l'après-Bazoum ». Et le quotidien L'Enquêteur numéro 2843 du mardi 4 octobre 2022 a titré pour sa part « Renouvellement au forceps des fédérations régionales au PNDS Tareya ». Et nous bouclons cette chronique avec le journal La Nation qui s'est intéressé cette semaine à la situation des personnes vulnérables avec comme titre « La protection des personnes handicapées préoccupe ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Mega. Monsieur et dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Bonsoir.